Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble quelle est la dynamique en ce début d'année en ce qui concerne les montres de collection ou les montres d'occasion, plus particulièrement le second marché donc des montres de collection. Une question que nous poserons à Pascal Paul, CEO et fondateur de Chronos. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux problématiques autour de l'épargne salariale. Il y a quelques semaines, l'accord sur le partage de la valeur ajoutée était débattu. Il y a quelques jours, celui-ci a été entériné avec notamment comme ambition d'étendre le dispositif d'épargne salariale aux entreprises qui ont plus de 11 salariés. La question que nous nous poserons ensemble, c'est comment accompagner les dirigeants des petites entreprises dans la mise en place de dispositifs d'épargne salariale. Nous en parlerons avec Catherine Leroy, directrice épargne salariale et retraite chez Amundi, mais aussi avec Benjamin Pedrini, cofondateur et directeur général d'Epsor. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et nous allons tenter de comprendre, alors que l'année 2023 a déjà bien débuté, pour le coup, quelle est la dynamique en matière de montres de collection et notamment en matière de second marché sur les montres de collection. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pascal Paul. Bonjour Pascal Paul. Bonjour Nicolas, merci de m'accueillir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes CEO et fondateur de Chronos. Nous décryptons ensemble tous les 3-4 mois les dynamiques de marché en matière de montres de collection. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait évoqué le fait que certains modèles phares en matière de montres de collection voyaient leur cours reculer, mais que c'était finalement l'arbre qui cachait la forêt, puisque derrière, le marché des montres de collection affichait lui toujours une belle dynamique. À quoi est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous constatez en ce début d'année 2023 pour l'année qui va se dérouler? Très bien. Écoutez, c'est très simple. Tout ce que je vous avais dit la dernière fois que j'étais venu reste d'actualité. On constate aujourd'hui que le marché de la seconde main sur les montres de luxe a fait un petit peu mieux que le CAC 40, qui l'année dernière a fait du moins 9, il me semble. Le marché, on va dire, s'est assis à peu près de 10% sur l'ensemble de l'année. D'accord. Ce qui est, avec la chute des actifs qu'on a connue sur l'année 2022, reste somme toute assez acceptable. Et en fait, cette chute, elle a été surtout impactée par les iconiques modernes dont D'accord, je parlais l'autre fois, les 4-5 modèles. Les montres stars, finalement. Voilà, que tout le monde veut acheter, et qui sont plus disponibles en boutique et qui avaient fait une forme d'inflation des prix un peu inacceptable. Oui, il y avait eu une bulle finalement sur quelques modèles ça avait eu un impact sur tout le secteur. Exactement. Et par contre, si vous sortiez ces modèles et vous regardiez un petit peu dans le fond des choses, oui, le marché était plutôt cohérent, plutôt stable, avec une baisse très très faible. Et ce qu'on se constate sur ce début d'année, c'est que globalement, on a une stabilisation de la baisse, c'est-à-dire les modèles iconiques ne baissent plus. D'accord. Pour prendre un exemple, une Rolex Daytona dont on parlait à l'époque, qui a fait du moins 15% entre juillet et décembre de l'année dernière. Aujourd'hui, on a une stabilité des prix autour de 30-32 000 euros, que ce soit pour le cadre en blanc, ou le cadre en noir, pour les C'est celle qu'on voit à l'écran, là, pour le coup. Exactement. Il y a un peu une pièce iconique de la montre et que tous les collectionneurs connaissent. On a d'ailleurs le graphique justement de l'évolution de la cote de cette fameuse Rolex Daytona. Alors déjà, cadran blanc ou cadran noir, ça change beaucoup de choses quand on va investir sur une montre iconique comme ça? Exactement. C'est comme un peu le terroir dans le vin. D'accord. Les cadrans des montres jouent sur la cote. Donc, d'accord. Le blanc étant beaucoup plus recherché, donc ça joue sur le prix. Ça joue sur le prix, sur le second marché en tous les cas. Alors pas en boutique puisque les prix catalogues sont les mêmes, mais oui, il y a un impact prix. Ouais, tout à fait. Et alors on voit le graphique à l'écran qui montre justement cette variation de prix sur cette fameuse montre iconique. Comment on explique qu'il y a eu une bulle et qu'ensuite derrière ça a eu un impact sur tout le secteur finalement? C'est quoi? C'est que les montants sont faramineux quand on parle de ces montres iconiques, ou que c'est finalement ce type
de montres qui tirent le marché? Alors moi, mon analyse, elle est simple. Je pense que on a eu, tout le monde vous le dira, il y a eu un afflux de liquidité pendant cette période pré et pendant le Covid, qui fait que l'argent était facilement accessible et ça a joué sur la plupart des actifs, puisqu'il y a une inflation qui a quand même été constatée sur pas que les montres, les voitures de collection, par exemple, aussi ont eu un impact, un effet un peu similaire. Et globalement, quand vous avez ces prix qui ont beaucoup monté parce qu'il y avait beaucoup de liquidités, on s'est retrouvé avec, dès que l'année 2022 a démarré avec la guerre en Ukraine et l'inflation qui redémarrait, moins d'argent sur le marché. Donc tous les actifs qui avaient un peu trop gonflé, évidemment, ont subi une correction assez sévère pour certains et plus acceptable pour d'autres. Mais sur cette pièce dont on vient de montrer à l'écran, il y avait une espèce de bulle qui s'installait parce que trop de demandes, avec une production en boutique par le neuf qui est extrêmement contrôlée. Donc voilà, ça a beaucoup joué sur les prix et ça a fait cette explosion et cette chute quand la demande a du coup plongé. Ça, c'était en 2022. 2023 s'ouvre, ça fait un mois et demi que l'année a commencé. Et là, vous nous dites que du coup, on est revenu sur des niveaux de prix qui se stabilisent, donc où se retrouve finalement une offre et une demande. Tout à fait. Donc en gros, nous on a constaté que les prix sont revenus au niveau avant Covid. C'est-à-dire le montant que je vous ai donné tout à l'heure de prix pour cette pièce, par exemple, c'était le même prix de vente en 2020. Donc on va dire le marché a complètement effacé l'augmentation qu'il y a eu sur ce modèle. Et aujourd'hui, on est revenu sur des montants beaucoup plus acceptables de marché avec une croissance correcte de 5 à 10% par an. C'est ce qu'on prévoit, nous, pour cette année, sur ce type de modèle et sur le marché en général. Alors, justement, je vous propose de rester sur les modèles que vous avez identifiés comme les modèles potentiellement porteurs pour cette année. Alors, expliquez-nous, du coup, donc il y a cette fameuse Rolex Daytona, toujours. Tout à fait. Pourquoi est-ce que, selon vous, c'est un modèle sûr en matière d'acquisition? Parce que dans ce rendez-vous, finalement, on parle d'investissement comme on parle de collection. Ça reste une acquisition pour des passionnés de montres, mais pourquoi est-ce que selon vous il y a une volonté d'investir dessus ou un potentiel? Pour nous, on a identifié deux choses. C'est que déjà en 2023, c'est les 60 ans de la Daytona. Elle a été lancée en 1963 par Rolex et donc c'est un anniversaire assez stratégique. Et le dernier lancement de Rolex sur ce type de modèle remonte déjà à plus d'une dizaine d'années. Donc il y a des rumeurs de marché qui prévoient que il y aura certainement à minima une retouche du modèle ou au mieux le lancement d'une nouvelle référence. Et quand on lance une nouvelle référence, ça crée un effet rareté sur l'ancienne. Cette pièce, dans ce cas-là, si elle devient, elle est arrêtée de production, elle va devenir pré-collector et ça va impacter la demande et la valeur sur le marché. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, en tant que plateforme, sur Chronos 360, on a constaté une augmentation de la demande et des recherches de mots-clés sur ce modèle-là depuis le mois de janvier et une stabilisation des prix auprès des marchands professionnels. C'est-à-dire, il n'y a plus de baisse, les prix sont stabilisés et recommencent un peu à monter. Donc on est plutôt d'avis à conseiller les acheteurs de se positionner sur cette pièce-là cette année 2023. Bon, ça c'est la marque Rolex, effectivement, que tout le monde connaît quand on parle de montres de collection, mais de montres qu'on a envie d'acquérir sans qu'elles perdent trop de valeur. Et si, pourquoi pas, elles pouvaient en gagner un peu, ce serait pas mal aussi. Il n'y a que Rolex ou il y a d'autres modèles? Non, il y a d'autres modèles. Vous avez des marques comme Audemars Piguet, comme Patek Philippe, qui sont des valeurs sûres. Après, vous avez Vacheron, Constantin, mais on a, nous, dans notre classement, une marque qui s'appelle Girard-Perregaux, qui fait partie du podium cette année, avec le modèle Laureato, qui est un modèle sport chic, qui est une montre qui se rapproche, qui ressemble un peu à la Nautilus, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, ou la Royal Oak d'Audemars Piguet. C'est une pièce qui, aujourd'hui, se négocie un peu moins de 10 000 euros, donc ça reste extrêmement accessible. Le prix boutique est autour de 7 000 euros, et on prévoit une croissance assez forte sur cette pièce, parce que c'est une marque, alors pour la petite info, qui a été créée en 1791, donc qui n'est pas d'hier, et qui avait été rachetée par Kering en 2011. Kering n'a pas trop su relancer la marque et elle a été reprise par son management il y a 2 ans. Et ils sont en train de raconter une belle histoire et franchement la demande suit, nous on le voit sous la seconde main. Donc voilà, c'est une pièce sur laquelle, pour un budget assez accessible, des investisseurs peuvent se positionner pour espérer un gain rapide et élevé.
Troisième place du podium, on revient quand même sur Rolex. Rolex, Ouais. c'est le fondamentaux. Et donc finalement, là, c'est la GMT Master 2, c'est ça? Tout à fait, c'est le modèle Batman, on appelle ça, avec le cadran noir et bleu. C'est un modèle iconique aussi, et cette référence avait été lancée en 2013. Et c'est les 10 ans cette année, donc pareil, comme la Daytona. Il y a des prévisions de relance, d'évolution du modèle sur lequel il y a une très très forte demande sur cette pièce. Et pour la petite information, c'est une pièce qui a subi une grosse correction sur 2022. D'accord. Qui a subi une correction de quasiment 18%. Et donc c'est le bon moment pour y revenir. Voilà, parce que c'est une icône et ça risque pas de baisser plus. Bon, on rappelle que ce ne sont pas des conseils d'investissement et que toute acquisition ou tout investissement reste risqué, évidemment. Et ça reste de la passion. Et ça reste de la passion. Il vaut mieux s'y connaître notamment et s'intéresser à ce dans quoi on investit. Si on se pose la question, Pascal Paul, cette fois-ci non plus de quelques modèles iconiques que l'on voit effectivement, qui portent quelque part le marché, mais sur le marché des montres de collection, c'est un marché qui représente combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un marché qui est estimé à 20,5 milliards d'euros. En volume? En valeur. En valeur, d'accord. Alors, il y a une étude de Deloitte qui est sortie en fin d'année dernière, donc j'invite le public à éventuellement s'y intéresser s'ils veulent acheter des montres, parce que c'est très intéressant. Vous avez un marché du neuf qui est de 24 milliards d'euros. Donc d'accord. C'est la valeur de ce que produit l'industrie horlogère suisse dans le monde sur l'année 2022. Et ça représente à peu près 15 millions de pièces produites. D'accord. Donc ça vous donne une idée de panier moyen. Et la seconde main, elle est estimée à 20,5 milliards d'euros. On est sur une croissance qui est de l'ordre de 10 à 15% par an depuis une dizaine d'années. Et là, l'étude de Deloitte prévoit qu'à horizon 2030, on va être sur un marché qui va peser 35 milliards d'euros. Donc c'est un marché qui est en pleine croissance. Avec quoi, plus d'acquéreurs? Plus d'acquéreurs, et puis beaucoup de populations d'Asie qui commencent à avoir un peu plus de pouvoir d'achat. Et dès qu'on a un peu plus de pouvoir d'achat, la montre reste quand même un actif que tout le monde recherche, qui est facile à avoir et à porter et à garder. Donc il y a un effet très important qui est prévu sur ce marché en termes de croissance pour les années à venir. Donc on se plaît pas trop chez Chronos. Je pense que voilà, ça va aller. Merci beaucoup Pascal Paul d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine détailler la dynamique de marché donc en matière de montres de collection pour ce début d'année. Je rappelle que vous êtes CEO et fondateur de Chronos. Merci beaucoup. Parfait. Merci Nicolas pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au dispositif d'épargne salariale et plus particulièrement à l'accompagnement du dirigeant, notamment pour les petites entreprises, puisqu'il y a quelques jours, l'accord sur le partage de la valeur ajoutée a été entériné, un accord signé entre patronat et syndicats. Cet accord ambitionne notamment d'étendre les dispositifs d'épargne salariale aux entreprises donc, qui comptent entre 11 et 49 salariés. Ces dispositifs qui sont pour certains d'entre eux obligatoires pour les entreprises qui ont plus de 50 salariés à horizon 2025. Mais si on regarde dans les principaux blocages que l'on peut trouver pour l'extension de ces dispositifs de partage de la valeur ou d'épargne salariale, on y retrouve finalement la complexité à mettre en place ces dispositifs pour le dirigeant. Comment donc accompagner le dirigeant d'entreprise dans la mise en place de ces dispositifs? C'est une question que nous allons poser tout d'abord à Catherine Leroy, directrice épargne salariale et retraite chez Amundi. Bonjour Catherine Leroy. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir également Benjamin Pedrini. Bonjour Benjamin Pedrini. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur et directeur général d'Epsor. On va commencer avec vous, Catherine Leroy. Donc il y a eu cet accord effectivement qui a été entériné il y a quelques jours avec cette volonté de mieux partager la valeur et notamment la valeur ajoutée en entreprise. Il existe un certain nombre de dispositifs d'épargne salariale qui permettent déjà de partager cette valeur. On peut parler de participation ou d'intéressement. Il y a cette volonté d'étendre ce dispositif via une réglementation, via une obligation finalement d'extension de ce dispositif aux petites entreprises, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui, selon vous, bloque pour les petites entreprises lorsqu'il s'agit de mettre en place des dispositifs d'épargne salariale? Je lisais un chiffre avant cette émission. Quand on parle de grandes entreprises, on a 80% des salariés des grandes entreprises qui bénéficient de dispositifs d'épargne salariale contre 20% dans les petites entreprises. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué dans les petites entreprises? Alors je crois que déjà on peut tous collectivement se féliciter de la signature de cet accord et de sa reprise à venir dans la législation, parce que c'est véritablement
un atout et une grande avancée pour la diffusion du partage de la valeur dans les entreprises. Vous le disiez, on a 80% des grands groupes, des salariés des grands groupes qui aujourd'hui bénéficient de ces dispositifs, contre moins de 20% encore aujourd'hui dans les entreprises de 10 à 50 salariés. Moi, je crois qu'il y a d'abord une perception de complexité contre laquelle il faut que collectivement on puisse combattre. Alors la législation, le gouvernement fait déjà beaucoup et a fait pour que les mesures de simplification puissent venir inciter et accompagner les chefs d'entreprise dans la mise en œuvre. Bien sûr. Et puis nous, collectivement, acteurs de ce marché-là, nous devons d'accompagner pas à pas les dirigeants d'entreprise. Dans les freins, je crois qu'on peut citer cette perception de lourdeur administrative que les chefs d'entreprise, qui sont déjà au four et au moulin la plupart du temps, peuvent ressentir dans la mise en œuvre. C'est intéressant parce que vous dites perception, ça veut dire que c'est moins compliqué que ça n'y paraît, c'est ça ? Absolument. D'accord. Ouais. C'est moins compliqué que ça n'y paraît parce que la législation est intervenue et puis parce que nous mettons tous, et chez Amundi c'est véritablement un engagement de notre part, de mettre en place des dispositifs que l'on qualifie d'inter-entreprises, qui sont des dispositifs clés en main, qui vont permettre aux chefs d'entreprise de mettre beaucoup plus facilement en œuvre ces dispositifs en bénéficiant d'une approche collective du dispositif. Et puis parce que nous mettons aussi à sa disposition des experts en région dans le groupe Crédit Agricole qui vont pouvoir venir l'accompagner et compléter toute la simplification digitale que l'on peut lui proposer par cet apport humain qui est quand même indispensable pour un acte qui est très engageant dans une politique managériale. Donc dans les freins, il y a cette perception de la complexité. Il y a d'autres freins identifiés, peut-être une crainte de ne pas être capable financièrement d'assumer tous les ans ces dispositifs d'épargne salariale, ou ça ne fait pas partie des freins ? Absolument. Déjà peut-être la crainte d'être seul face à tout ça. Donc là, il faut qu'il sache qu'il a des experts à côté de lui, son expert comptable, son chargé d'affaires d'entreprise, son expert, et puis aussi se dire que ce n'est pas parce qu'il signe un intéressement qui ne porte pas sur sa performance financière qu'il ne peut pas en contrepartie mettre en place des critères de déclenchement, des seuils d'éligibilité du déclenchement pour justement arriver à combiner à la fois performance commerciale par exemple, engagement RSE et résultats financiers. Benjamin Pedrini, même question. J'imagine que vous constatez les mêmes freins. C'est vrai que si on rentre un peu plus dans le détail des différents dispositifs d'épargne salariale, le premier endroit où on peut être perdu en tant que dirigeant d'entreprise, c'est se dire est-ce que je fais de la participation, de l'intéressement, est-ce que je mets en place une prime Macron tout simplement, qu'est-ce qui est mieux, comment est-ce que je fais mes choix. Là déjà, il y a cette première question qui peut être complexe à répondre pour le dirigeant d'entreprise. Exactement. Il y a plusieurs dispositifs qui existent, vous venez de le mentionner. Il y a la participation, il y a l'intéressement. Depuis quelques années maintenant, il y a eu la prime Macron, donc tantôt prime de pouvoir d'achat ou prime de partage de la valeur. Et donc il y a un vrai besoin d'un point de vue législatif aussi d'apporter un peu d'harmonie et d'uniformisation de tout ça. Catherine parlait de dispositifs clés en main pour les entreprises. C'est véritablement là-dedans qu'il faut s'engager, avoir pour les entreprises de petite taille qui n'ont effectivement pas forcément les ressources en interne, quand bien même elles peuvent être accompagnées par leur expert comptable, par d'autres acteurs externes, mais qui n'ont pas une direction des ressources humaines, une direction financière avec des équipes importantes, et ce qui est le cas dans les entreprises dont on parle, entre 10 et 50 salariés, eh bien il faut qu'il y ait des dispositifs qui soient clés en main, qui soient simples à mettre en place, avec des mécanismes optionnels par exemple, et justement... Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire appel à un dispositif d'épargne salariale comme on fait appel à des solutions de mutuelle par exemple, on signe et ensuite mécaniquement c'est plus géré par l'entreprise mais par un partenaire, c'est ça ? C'est ce que vous proposez tous les deux finalement ? Exactement. L'idée c'est que le partage de la valeur en entreprise et les dispositifs d'épargne qui y sont associés, parce que pour moi ça ne fait qu'un, on soit dans un schéma qui soit équivalent à celui d'une mutuelle qui depuis 2016 est devenue obligatoire en entreprise, et donc que les entreprises de plus de 10 salariés puissent adhérer à ces dispositifs-là avec une certaine forme de souplesse, une formule légale de participation qui fait que si les résultats financiers de l'entreprise permettent de verser cette participation, alors il y a un déclenchement et un versement de la participation, et des mécanismes optionnels d'intéressement justement qui peuvent être basés sur des performances commerciales, qui peuvent être basés sur des critères de RSE, et éventuellement des mécanismes optionnels de
prime de partage de la valeur. D'accord, oui, c'est ça. C'est comme le disait Catherine Leroy, effectivement, on ne prend pas un engagement à un instant T de verser tous les ans une somme d'argent à ses salariés. C'est qu'on peut mettre ensuite des critères qui vont, notamment quand on parle de participation, donc c'est une participation au bénéfice, mais même pour les autres dispositifs. Exactement. La loi en tout cas le projet de loi qui est en préparation va permettre de cadrer les différents éléments, mais quoi qu'il en soit, l'obligation va porter sur la participation. La participation, c'est quelque chose qui est indexé au résultat de l'entreprise. Alors il y a des questions sur la formule actuelle de la participation qui potentiellement n'est plus forcément adaptée aux entreprises quelles qu'elles soient et notamment aux petites entreprises. Donc il y a des questions sur la simplification de cette formule qui aujourd'hui pour le dirigeant est un peu complexe à comprendre. Mais la participation est effectivement indexée au bénéfice de l'entreprise. Donc si une année elle réalise des bénéfices, elle versera quelque chose. Si une année elle n'en réalise pas, elle ne versera pas en fonction justement du déclenchement ou non de ces critères-là. Mais par ailleurs, l'entreprise peut faire le choix de façon optionnelle d'avoir un accord d'intéressement et cet accord d'intéressement de choisir un critère qui va déclencher une prime ou non, et cet accord d'intéressement, depuis les mesures de la loi Pacte notamment, n'engage pas les entreprises sur une durée longue. On peut faire des accords d'intéressement aujourd'hui sur 1 an, par exemple, et les renouveler. Et donc ça, c'est vraiment une souplesse aussi qui a été introduite par la loi Pacte et que l'on peut utiliser à cette fin-là. Catherine Leroy, comment accompagner le dirigeant d'entreprise ? Vous nous avez mentionné effectivement la mise à disposition d'experts ou autres, mais bon, ça prend quand même du temps aux dirigeants d'entreprise de gérer des experts et donc ou de développer des dispositifs, même s'ils sont clés en main, comme nous le dit Benjamin Pedrini. Vous nous avez parlé de cette perception de complexité. Comment est-ce qu'on peut éduquer, aider le dirigeant d'entreprise à apprécier ces dispositifs d'épargne salariale de manière un peu plus simple ? Moi, je crois que le mot, vous l'avez prononcé. Hein. Alors, au-delà de cette volonté d'éduquer, je crois que le principe, c'est déjà de faire preuve d'une grande pédagogie, et pas d'une pédagogie uniquement dans la mise en œuvre, mais aussi dans le pourquoi de ce partage de la valeur. Et nous, quand on est interrogé par des petites entreprises aujourd'hui pour les accompagner, la première chose qui est importante, c'est la sensibilisation de l'intérêt collectif de la mise en place. Déjà, il faut comprendre pourquoi on met en place ce partage de la valeur collective et comment il est complémentaire avec les récompenses individuelles qui vont venir récompenser la performance individuelle. D'accord. Le grand avantage des dispositifs de partage de la valeur, c'est bien d'aller mobiliser des collaborateurs au sein d'un projet d'entreprise, au sein de la performance de l'entreprise. C'est d'aller être en capacité d'attirer et de fidéliser des talents. Donc il y a un véritable intérêt pour l'entreprise de le faire et un grand intérêt également pour le salarié, parce que pour le salarié, ça va être le premier moyen peut-être de se constituer une épargne financière, de préparer sa retraite. Bien sûr. Donc la première pédagogie, c'est vraiment celle-là, c'est amener le dirigeant d'entreprise à comprendre pourquoi il met en place ce dispositif. Et le second, ça va être de lui expliquer toutes les étapes et la façon dont on va pouvoir l'accompagner le plus simplement possible dans ces dispositifs clés en main, dans la prise de parole avec ses salariés, ses représentants du personnel, l'information du CSE. Parce qu'ensuite, il y a des négociations complexes entre un dirigeant et ses salariés quand on met en place un dispositif d'épargne salariale ? Toutes les négociations ne sont pas forcément complexes. Mais il y a des négociations. Mais il y a négociation, c'est un accord collectif. Donc c'est un accord collectif qui effectivement est négocié. Benjamin Pedrini, sur effectivement la mise en place au quotidien, si on revient pour le pourquoi, vous constatez que les dirigeants sont conscients potentiellement de l'intérêt que ça peut avoir pour une entreprise de mettre en place des dispositifs comme celui-là, ou au contraire, effectivement, ça vient rogner dans le bénéfice de l'entreprise ? Non, je pense que les dirigeants sont conscients de l'intérêt. Il y a encore une image, et c'est ce que disait Catherine, une perception de quelque chose qui va être lourd à mettre en place et qui va être potentiellement trop engageant dans le temps. Et donc il faut effectivement lutter contre cet a priori-là. Il faut faciliter les outils de mise en place. Et donc nous, chez Epsor, on accompagne là-dessus avec une facilité de mise en place directement en ligne et des conseillers auxquels on peut parler, et c'est ce que disait Catherine, l'accompagnement humain sur ce type de solution est clé, et par ailleurs il faut effectivement derrière faire vivre ce type de dispositif, et donc justement ça c'est quelque chose qui est pour moi fondamental, notamment dans les petites entreprises, c'est qu'un accord de partage de la valeur comme celui-ci, il faut lui donner du sens, et donc du coup il faut pouvoir tout au long de l'année
expliquer aux salariés que, en fonction de l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs, ils pourront avoir accès à une prime collective. Et donc, chez Epsor, D'objectifs collectifs. exactement, d'objectifs collectifs. Et donc, nous, chez Epsor, on a développé des outils qui permettent aux dirigeants d'entreprise de communiquer de façon régulière sur ces sujets-là, des indicateurs de suivi qui sont partagés à l'ensemble des salariés. Et en fait, c'est des dispositifs qui permettent de tirer l'entreprise vers le haut quand ils sont bien utilisés. Rapidement, Catherine Leroy, pour conclure, on disait qu'on est dans l'ordre de 80-20 aujourd'hui entre grandes entreprises et petites entreprises. Est-ce qu'on peut imaginer être à 80% de petites entreprises ou de salariés de petites entreprises d'ici à 2025 ? C'est extrêmement ambitieux. 2025. Même si la réglementation va un petit peu aider quand même. Mais... Absolument, mais je crois qu'il est en tout cas indispensable de bien dire qu'il n'y a aucune raison. D'accord. En tout cas, aucune bonne raison pour que le dispositif de partage de la valeur reste concentré sur les grandes entreprises et que plus le marché du travail sera tendu et le climat social compliqué, plus ces outils-là seront des leviers précieux pour l'entreprise. Merci beaucoup Catherine Leroy, directrice épargne salariale et retraite chez Amundi. Merci Benjamin Pedrini, cofondateur et directeur général d'Epsor. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.